Abordons à présent la crise humanitaire. Selon un rapport alarmant de l'Office de la protection du citoyen, plus de 1,2 million de personnes ont fui la violence armée à Port-au-Prince, vivant désormais dans des conditions précaires, dans des sites improvisés. Installées dans des bâtiments publics inadaptés, ces familles manquent d'eau, de soins et de protection, tandis que l'État reste absent face à cette crise humanitaire. L'OPC alerte sur les risques sanitaires, la vulnérabilité accrue des femmes et des enfants et appelle à une réponse urgente, structurée et respectueuse des droits des déplacés qui demandent non pas de l'aide, mais la reconnaissance et la présence d'un État responsable. Le protecteur du citoyen, maître Jean-Wilner Morin, est notre invité. Magistrat Jean-Wilner Morin, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir Rose Berlin, c'est avec plaisir de revenir en terrain connu. Bon, justement, nous sommes ici pour aborder une question fondamentale, une grave conséquence de cette violence des gangs qui ne cessent de gangréner le pays, le déplacement massif interne des Haïtiens. L'OPC, justement, a publié un rapport de 67 pages où vous dressez un sombre tableau de la situation des personnes qui sont déplacées. Avant même d'en parler, avant d'entrer dans le vif du sujet, quels sont donc les objectifs de ce rapport ? Alors, pour parler de l'objectif de ce rapport, il faut d'abord vous dire que l'Office de la protection du citoyen, c'est une institution constitutionnelle, mais qui est régulée par la loi de 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen. Et dans le cadre des définitions, les contenus dans la Constitution et également dans la loi de 2012, l'Office de la protection du citoyen est là pour défendre les droits des personnes, des citoyens victimes des abus de l'administration publique. Mais aussi, nous pouvons avoir le regard sur les droits humains en général, même lorsqu'ils ne concernent pas et les droits des personnes victimes des abus de l'administration publique. Et nous avons aussi, dans nos attributions, de faire des recommandations au gouvernement, à l'État dans son ensemble, sur telle ou telle situation et en rapport aux droits de la personne. C'est dans ce cadre-là qu'on a constaté la situation de violence en Haïti, l'insécurité dans son ensemble, et nous avons compris que le phénomène de déplacement des personnes, de quitter leur quartier, de quitter leur maison, de quitter leur famille pour se réfugier particulièrement dans un espace avec d'autres inconnus, d'autres personnes qui ne sont pas de leur famille, c'est un phénomène que nous disons que nous devons considérer, étudier et faire des recommandations au gouvernement afin d'apporter solution à ce problème. Voilà. Votre étude, donc l'étude sur la protection du droit des personnes déplacées, la première question donc, qui va concerner ce rapport précisément, est-ce que vous avez un chiffre précis du nombre de déplacés que nous avons aujourd'hui? Ah non, c'est pas... Quel que soit le chiffre qu'on vous donne, ce ne sera pas vraiment un chiffre objectif, ni exhaustif. Pourquoi? C'est parce que il y a tellement de personnes déplacées dans le pays, il y a une catégorisation des personnes déplacées, il y a des personnes déplacées de Port-au-Prince pour aller dans d'autres villes de province. Si vous allez aujourd'hui dans le nord, les villes du nord sont regorgées de Port-au-Princiens. Si vous allez dans le sud aussi, les villes du sud, les différentes villes du sud ont accueilli beaucoup de Port-au-Princiens. Sans omettre aujourd'hui le département du centre, qui est aujourd'hui c'est un département où on compte aussi des gens déplacés, des personnes déplacées. Parce que des gens sont bien obligés de quitter Mirbalais, de quitter Sodo pour aller à Hinche,
pour aller à Las Caobas et aussi dans le nord. Donc il y a cette première catégorie des personnes déplacées qui laissent Port-au-Prince, qui laissent le foyer de la violence pour se rendre dans une autre ville. Il y a une deuxième catégorie de personnes déplacées. C'est une personne déplacée et accueillie par un ami, par un membre de sa famille, ou du moins par n'importe quelle personne qui ne soit pas forcément une connaissance. Il y a aussi les personnes déplacées, mais qui ont un petit moyen, qui, avec leur salaire, avec ce qu'un parent de l'étranger envoie à cette personne, elle loue une petite pièce de maison, un petit appartement dans un endroit, entre parenthèses, sécure. Maintenant, il y a la quatrième catégorie. Il y a plus de 4 catégories, mais moi je m'arrête à la quatrième catégorie. Et ce sont ces gens-là qui ont laissé leur maison, leur quartier, leur famille pour aller se réfugier dans une administration publique, dans une institution publique, dans une école, dans une maison privée, dans un terrain vague et vide. Donc ces gens-là se sont rassemblés dans un camp, dans un site de déplacement. Et ces personnes-là n'ont pas demandé à se déplacer. Il y a une situation qui ont poussé ces gens à se déplacer. Et votre étude se porte principalement sur cette catégorie, donc la catégorie qui vivent dans des camps, dans des sites. Vous en recensez combien ? Écoutez, il y a beaucoup plus de sites, mais l'OPC, nous avons dénombré à peu près 33. Que nous avons pu visiter. Dans la région métropolitaine. Dans la région métropolitaine. Donc, à partir de cette 33, on a dénombré plus de 1 200 000. 1 200 000 personnes. Exactement. Qui vivent dans 33 sites. Je dirais oui, à peu près. Et votre étude parle justement de la situation de ces personnes. Vous les avez rencontrées, votre équipe les a rencontrées. Quels ont été les points forts de leur message ? Écoutez, et c'est peut-être la réponse que n'importe quel citoyen et lambda vous donne aujourd'hui. Et c'est faire revenir la paix dans le pays, que les autorités prennent les mesures nécessaires pour sécuriser la population, c'est la sécurité, parce que je vous l'ai dit au sommaire de notre conversation, et la personne qui est déplacée, c'est quelqu'un qui avait une maison, qui avait une famille, et qui avait entretenu avec ses voisins et les gens de son quartier une très bonne relation. C'est quelqu'un qui avait un petit commerce, c'est quelqu'un qui travaillait dans les usines, c'est un professeur d'école, c'est un enseignant qui est déplacé. Lui, il n'a pas demandé, comme je l'ai dit, de se déplacer. Il demande aujourd'hui de retourner dans son quartier. Et comment retourner dans son quartier quand ce quartier est occupé par des gangs armés? Il faut repousser les gangs armés, il faut neutraliser les gangs armés, il faut faire taire les armes. Et comment faire taire les armes? Il va falloir que les autorités constituées prennent la décision de monter un plan de sécurité, d'adopter des stratégies pour faire échec au plan des gangs armés. Votre étude dépeint la triste réalité que vivent ces déplacés quotidiennement. Vous en avez donné plusieurs exemples, notamment l'hygiène, pour ne citer que cela. Parlez-nous un petit peu des conditions précaires. Comment est-ce que vous, en tant que protecteur du citoyen, vous avez vécu toute cette souffrance que vivent les Haïtiens? Écoutez, les conditions sont indescriptibles. Je n'ai pas d'adjectif, je n'ai pas de mots pour qualifier les conditions dans lesquelles vivent ces gens. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de sanitation, pardonnez-moi, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau potable, je l'ai dit. Mais la pire des choses, ce sont des gens
qui vivent dans un espace sous-exigu et ils sont nombreux à vivre dans cet espace, à dormir dans un espace très restreint. Au point de vue de santé, c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais aussi au point de vue d'autres formes de sécurité. Par exemple, une adolescente qui germe aujourd'hui, alors vous comprenez quand je dis qui germe, qui est en train de grandir aujourd'hui, qui est obligée de dormir à la même enseigne, dans un même espace, avec des gens, je dirais même de pervers. Vous avez recensé des cas de viol? Ah oui, écoutez, dans les sites, il y a beaucoup de victimes dans les sites. Les jeunes filles, les jeunes femmes sont victimes parce que aujourd'hui, les victimes ne peuvent même pas porter plainte parce que où porter plainte? La police est sur pied de guerre. Et des fois, les gens, les femmes, les victimes en Haïti, des fois, elles ont honte de se rendre dans des commissariats pour porter plainte. Et des fois, elles sont reçues, elles sont très mal reçues par la police, par la justice. Donc, c'est un problème aussi qu'il faut considérer lorsque on a des jeunes filles, de jeunes femmes, des adolescentes qui dorment à même le sol, mais aussi au milieu de jeunes gens, de jeunes garçons, des adultes, etc. Donc, c'est pas sécuritaire. Est-ce que l'Office de la protection du citoyen ne peut pas agir en ce sens? Bon, on a fait le premier pas, on a agi. On a fait le constat. On a sonné, on a tiré la sonnette d'alarme. On va envoyer le rapport comme l'exige et la loi portant organisation et fonctionnement de l'OPC. On va envoyer le rapport aux autorités concernées afin que les mesures soient prises. Donc on a commencé. Mais si toutefois nous voyons que rien n'est fait à ce propos, donc la loi nous donne, dans nos attributions, la loi nous dit que nous pouvons exiger au gouvernement et aux autorités constituées de prendre les mesures pour résoudre le problème. Et comme dernière question, magistrat Jean-Wilner Morin, quelles sont donc vos recommandations? Vous avez dressé le rapport, mais vous avez sûrement des recommandations à faire, notamment au Conseil présidentiel de transition, au gouvernement. Quelles sont ces recommandations? Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interventions des autorités, beaucoup d'interventions du gouvernement particulièrement, dans les sites. Il y a des interventions des ONG aussi dans les sites. On envoie des plats chauds, des kits alimentaires, et même des kits d'hygiène. Bon, pour moi, c'est une action à féliciter parce que, quand bien même, ils ont une pensée pour les déplacer. Mais nos recommandations, les actions humanitaires ne suffisent pas. Oui, on doit porter assistance à ces personnes immédiatement, ponctuellement, pendant qu'ils sont dans cette situation. Mais cependant, ce n'est pas uniquement l'action humanitaire, l'intervention humanitaire. Le problème doit être, on doit résoudre le problème en amont. C'est-à-dire, aujourd'hui, la cause de ces déplacements, c'est l'insécurité. Maintenant, si on n'apporte pas une solution, si le problème n'est pas résolu, la question de l'insécurité n'est pas résolue, on aura beaucoup plus de déplacés. Et permettez-moi de vous dire en conclusion, aujourd'hui on a Delma, disons, une partie. Alors je dis Badelma est aujourd'hui jusqu'à 31, 33. Vous voyez, maintenant, les gens sont à Kinskov, ils sont en train de penser à envahir d'autres zones de proximité de Kinskov. C'est-à-dire, on ne sait pas quand est-ce que Port-au-Prince, dans son ensemble, le département, bon, je ne dis pas le département de l'Ouest, mais la zone métropolitaine, dans son ensemble, sera sous le contrôle total des gangs.
Donc c'est inévitable à vous entendre. Non, je n'ai pas dit inévitable parce que jusqu'à présent, nous avons des autorités et j'estime que ces autorités ont la volonté de résoudre le problème. Mais la volonté ne suffit pas. Il faut forcer. Il faut prendre les mesures fortes avec des moyens forts pour résoudre le problème. Parce que, écoutez, la police, c'est une force légale. L'armée est une force légale. Donc ces deux forces légales doivent se mettre ensemble dans un plan vraiment bien ficelé, bien élaboré, avec des stratégies scientifiques pour faire échec au gang. Il faut donc de mesures fortes pour enrayer la sécurité. Magistrat Jean-Wilner Morin, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est à moi de vous dire merci. Voilà donc les propos du protecteur du citoyen, le magistrat Jean-Wilner Morin. Il était l'invité de Métronos ce soir. Avec lui, on abordait la situation des déplacés internes à cause de cette violence des gangs.